Everyone has to do Si vous ne savez pas ce que vous consommez, everything they can ne le consommez pas. in order to make sure they are on the right side of history. Consommateur engagé, aujourd'hui, c'est un boulot à plein temps. 84% de coton de la Chine, elles viennent de la région ouïghour. Posez-vous la question de savoir ce qu'il y a dans les vêtements. La fast fashion, c'est un vieux nugget pourri. C'est nous qui dessinons aussi le monde de demain. There's another way of living on this planet. Change your minds, you guys. Bienvenue dans Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen, je suis journaliste et vous écoutez la nouvelle série Mode et corps. Comment la mode montre-t-elle les corps ? Que disent les vêtements du rapport que l'on entretient avec son propre corps ? Comment appréhender son corps, l'apprécier, en prendre soin à travers ses vêtements ? Pour répondre à toutes ces questions, je me suis entretenue avec une coach sportive, des mannequins, une maman conseillère en images ou encore une psychologue. Et même si cette série est un pas de côté par rapport aux épisodes plus traditionnels sur les questions d'éco-responsabilité, elle me tenait à cœur car finalement le vêtement le plus durable, c'est celui qu'on portera des années et qui se cache déjà dans notre dressing. Pour le 3e épisode de cette série, je reçois Yasmine, alias Ellie Pileuse, sur les réseaux sociaux. Yasmine, c'est vraiment le genre de femme qui ne donne pas de complexe, qui ne renvoie pas une image édulcorée de la réalité. Et surtout, c'est le genre de femme qu'on aimerait plus voir dans la mode. Yasmine a arrêté de se mettre la pression, de répondre aux diktats imposés par notre société sur les corps des femmes, et son contenu est criant de vérité. Elle est l'autrice du livre Body Positive Attitude et elle se définit comme une maman décomplexée et une coach en images body positive avec sa société Say Yas Conseil. Avec Yasmine, nous avons parlé de roses et de paillettes, de chirurgie esthétique, de postpartum et d'apprendre à aimer son corps. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Yasmine, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour venir répondre à mes questions pour cet épisode. Alors pour débuter notre conversation, je voulais savoir quelle relation tu entretenais avec ton corps et surtout comment cette relation avait évolué au fil des années. Alors, bonjour Chloé. Déjà, merci de m'avoir invitée sur ton podcast. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, moi, j'ai toujours une relation compliquée avec mon corps. Je pense comme beaucoup de femmes. Ça a commencé au collège avec une réflexion d'une prof de sport qui m'avait dit que j'étais trop grosse. Et je crois qu'à partir de là, il y a un truc qui s'est déconnecté en moi dans ma relation à mon corps. Donc j'ai fait des régimes pendant des années, j'ai eu des troubles du comportement alimentaire. J'ai d'ailleurs commencé sur les réseaux sociaux parce que je voulais intégrer ce qu'on appelait à l'époque, et je crois que ça existe encore malheureusement, la communauté des régimeuses. Donc c'est des filles, si tu veux, qui partagent leurs photos d'assiettes, leurs photos de corps pour essayer de s'encourager à faire des régimes et à perdre du poids. Donc j'ai commencé sur les réseaux sociaux comme ça pour moi aussi motiver d'autres filles et être motivée par d'autres nanas. Et encore pendant quelques années, des régimes, du sport à outrance, jusqu'au jour où j'ai découvert 2 choses. J'ai découvert le CrossFit et j'ai découvert le body positive. Je le précise parce que le CrossFit, ça a été une activité physique qui m'a permis de comprendre que ce corps qui était peut-être pas un atout, par exemple dans la course à pied parce que trop lourd, en CrossFit, sur le point de vue haltérophilie, il était intéressant. Et du coup, si j'optimisais les bons côtés de mon corps, je pouvais en faire un allié. Et en même temps, en parallèle, j'ai découvert le mouvement body positive qui, à l'époque, on est en 2016-2017, sur les réseaux sociaux, on le voyait que sur les comptes anglais, américains. Ouais. On n'en parlait quasiment pas en France. Et c'est à partir de là où j'ai eu le déclic et j'ai décidé d'accepter mon corps, de faire du sport pour le plaisir, de reprendre le contrôle de mon alimentation en lâchant prise, justement, donc arrêter de peser, de tout mesurer. Et j'ai partagé ça sur mes réseaux sociaux, donc sur mon compte Ellie Pileuse au fur et à mesure, pour en écrire jusqu'à en écrire un livre, donc Body Positive Attitude aux éditions Marabout, pour parler de ce cheminement-là. Donc voilà un peu, et aujourd'hui ma relation au corps est saine.
Apaisé. Ouais, c'est ça. Bon, tant mieux. Et alors, je me permets cette petite question parce que c'est quelque chose que je vis en ce moment, parce que je suis en plein postpartum. J'ai accouché il y a presque 3 mois. Et donc, je me demandais comment toi, la grossesse et le postpartum avaient influencé ce rapport à ton corps. Est-ce que ça avait changé quelque chose ou pas par curiosité aussi. En fait, si tu veux, avant la grossesse, donc j'ai un petit garçon de 2 ans, donc avant mon fils, déjà j'avais déjà fait un bon bout de chemin dans le body positive, dans l'acceptation de soi, et j'ai fait une première grossesse qui s'est finie en œuf clair au bout de 3 mois. Et donc j'ai pris suite à ça, en fait j'ai découvert un œuf clair au bout de 3 mois, et en fait il a fallu attendre les 6 mois de grossesse pour au bout de 3 curetages pour réussir à totalement me libérer de cette grossesse. Et donc, suite à ça, j'ai pris 15 kilos. Donc, si tu veux, quand j'ai commencé ma grossesse pour mon fils, il y a 2 ans, j'étais un poids, je crois, un des poids les plus hauts que j'ai fait. Et je me suis dit, en fait, heureusement que j'ai fait tout ce parcours body positive, puisque j'ai hyper bien vécu ma grossesse. Je me trouvais hyper canon. J'ai pas pris beaucoup de poids. Alors parce que j'avais pris un peu d'avance, mais un peu d'avance avant la grossesse. Mais en plus, je faisais du diabète gestationnel, donc j'étais surveillée. Donc j'ai pris 9 kilos pendant ma grossesse. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que si on parle chiffres, j'ai commencé ma grossesse à 85 kilos. Et avant ça, j'ai toujours fait entre 70 et 76 kilos quand j'ai commencé à me stabiliser. Et en fait, suite à mon accouchement, très vite, la semaine qui a suivi, je suis redescendue à 75. Et en fait, moi, je l'ai interprété comme si mon fils m'avait finalement soigné des kilos émotionnels que j'avais pris suite à la première grossesse qui s'était mal terminée. Et comme si, en fait, le poids de cette première déception était parti à l'accouchement avec le reste. Et donc, j'ai recommencé, suite à mon accouchement, à redécouvrir mon corps d'avant. Mais en version cicatrice de césarienne, tablier de grossesse, ventre mou. Mais voilà, ça a été... j'ai vraiment vécu ça plus comme une libération émotionnelle. Donc, ça s'est plutôt bien passé. Par contre, je me suis pas reconnue dans les vêtements que j'avais, je me suis pas reconnue dans le style. Et c'est là que j'ai eu l'idée de me reconvertir pour lancer ma société de conseil en images. Ah, génial. On va en parler en détail. Et c'est marrant que tu dis ça parce que tu vois, ça fait un peu écho à moi, ce que je vis aujourd'hui. Alors, j'ai un peu de mal avec ce corps en postpartum pour être tout à fait transparente. Je trouve que c'est assez compliqué à gérer, mais c'est surtout au niveau des vêtements aussi où récemment, je disais, mais en fait, le style que j'ai là, je reconnais plus du tout. J'aime plus mes vêtements. Enfin, alors, je sais pas si c'est dû à ça ou pas, mais donc c'est intéressant que tu dises que c'est à ce moment-là que tu as créé ta société de conseil. On peut peut-être en parler tout de suite et je reviendrai sur les questions un petit peu après. Mais comment tu l'as imaginé alors cette société de conseil? Le déclic, ça a été vraiment ça. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ça? En fait, si tu veux, on croit souvent que en postpartum, on se sent pas bien parce que on a les kilos de grossesse et tout ça. Et moi, je me suis retrouvée dans la situation inverse, c'est-à-dire qu'au contraire, je me suis retrouvée plus mince après mon accouchement qu'avant. Et pour autant, dans mon dressing, je me reconnaissais pas. Les vêtements m'allaient, il y avait pas de souci, mais c'est comme si c'était une autre Yasmine. Et je me suis dit c'est pas possible, je peux pas être la seule à ressentir ça. L'avantage des réseaux sociaux, c'est que du coup j'ai posé la question, j'ai eu pas mal de retours et en fait au départ je voulais faire appel à une conseil en images pour moi à titre perso et j'ai pas trouvé de personnes avec lesquelles je me sentais suffisamment en confiance pour me mettre à nu. Et je me suis dit je vais devenir cette personne. Et donc c'est là que je me suis formée au conseil en images, donc en 2021, et que j'ai lancé Saïas Conseil en 2022. Donc une société de conseil en images body positive, c'est-à-dire que mon but c'est pas de mettre les gens dans des cases, c'est vraiment de prendre une écoute sur comment mes clientes se sentent et adapter mes conseils, oui, à leur morphologie, mais aussi à leur ressenti. C'est-à-dire que tu donnes pas les mêmes conseils à une fille qui est, je vais donner une silhouette en A, comme Kim Kardashian, qui assume, qui veut son A, qui veut accentuer ça, et une fille qui a une silhouette en A et qui est hyper complexée par ses hanches.
Tu peux pas traiter deux personnes en A de la même façon. Et c'est un peu le problème, les défauts du conseil en image, c'est ça, c'est qu'on prend pas en compte la personne, on prend juste en compte son enveloppe corporelle. Et donc voilà, c'est là que j'ai voulu lancer cette société de conseil en image que j'appelle conseil en image body positive, parce que j'amène une vraie... je veux que les filles se sentent à l'aise. D'ailleurs, je leur demande des photos en sous-vêtements pour pouvoir analyser leur morphologie. Et en fait, dans le formulaire, je mets des photos de moi en sous-vêtements pour qu'elles se sentent finalement sur un pied d'égalité et pas du tout sur un truc de je vais être jugée parce que je suis en culotte. Non, je veux qu'elles sachent qu'elles sont sur un truc hyper safe. Je leur demande une photo en culotte, je leur envoie une photo en culotte. Voilà, on est sur un pied d'égalité, il n'y a pas une personne au-dessus de l'autre. Ouais, et c'est ça qui est intéressant aussi. D'ailleurs, peut-être avant qu'on continue les questions, quelle est ta définition du mouvement body positive, toi ? Alors, c'est quelque chose qui fait débat parce que, si tu veux, au départ, ça vient des États-Unis et le body positive, c'était aussi un hashtag qui était utilisé pour pouvoir... un hashtag pour, tu sais, t'avais un peu le hashtag fit girl. Ouais. Body positive, c'est plutôt pour les filles plus grosses, pour qu'elles puissent se retrouver. Et comme ça s'est démocratisé, on a beaucoup regretté que le hashtag body positive invisibilise les personnes fortes et les personnes grosses. Moi, je trouve que le mouvement body positive peut s'attabler pour tout le monde. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi, j'ai fait du 36 et j'étais hyper complexée. J'ai fait du 44 et j'étais hyper complexée. Aujourd'hui, je fais du 42 et je le suis pas. Mais en fait, c'est pas en rapport avec mon corps, c'est en rapport avec la relation que j'entretiens avec lui. Et du coup, pour moi, le mouvement body positive doit pouvoir concerner aussi bien des filles minces qui sont complexées parce qu'elles ont de la dysmorphophobie et elles se voient pas comme elles sont, que des filles grosses, tout en sachant que quand t'es complexée dans un 36, t'as quand même des avantages par rapport à une fille qui est complexée dans un 46, qui, elle, galère à s'habiller, galère à trouver un médecin, a subi le regard des gens. Donc voilà, pour moi, le mouvement body positive, c'est un mouvement qui s'attache pour tout le monde, et c'est accepter son corps, c'est aimer son corps, alors pas forcément tout entier, mais du moins ne plus gâcher la vie pour lui. Ouais, ok. Ouais, c'est intéressant. Enfin, j'aime bien ta définition. Et toi, alors, quel rapport tu entretiens avec les vêtements, avec la mode ? Et peut-être comment aussi ce rapport a évolué au fil du fait que tu as appris à aimer ton corps, en tout cas à avoir ce regard un peu bienveillant sur lui, pour nous raconter un peu cette relation avec les vêtements. Alors, pendant très longtemps, les vêtements, c'était juste pour m'habiller. C'est parce qu'on n'avait pas le droit de se promener nu dans la rue. Et puis, ça m'aurait pas arrangé non plus d'être nu dans la rue, très honnêtement. Ensuite, c'était une partie de plaisir quand j'étais mince. C'est-à-dire que même si je me trouvais jamais assez mince, c'était quand même beaucoup plus facile de m'habiller et donc beaucoup plus sympa de m'habiller dans des enseignes classiques. Et à chaque fois que je grossissais, c'était un enfer parce que dès que tu passes le 42 aujourd'hui, c'est quand même une galère de trouver des vêtements en boutique. Si tu passes le 44, on n'en parle même pas, tu arrives dans les grandes tailles. Et aujourd'hui, j'adore, je m'éclate. Alors moi, j'achète beaucoup de seconde main, donc j'aime beaucoup passer du temps sur des sites de seconde main pour trouver des petites pépites pas très chères qui me permettront de faire un tout avec un look. Je suis une consommatrice de seconde main, peu en neuf, ça m'arrive en neuf aussi, mais voilà, j'aime en fait dire que aujourd'hui, si tu viens dans mon dressing, alors il y a peut-être 2-3 pièces qui se mettent un peu moins facilement, mais techniquement, je peux m'éclater avec tout ce que j'ai dans mon dressing et je porte tout ce que j'ai dans mon dressing. Voilà, j'ai une relation à chaque pièce est choisie avec soin et avec amour. Tu vois, je fais rentrer toutes les pièces que j'aime dans mon dressing et j'ai pas de trucs qui me plaisent pas, ou si je me rends compte que j'ai quelque chose qui finalement ne me convient pas parce que la matière, parce que la coupe ou quoi que ce soit, je revends ou je donne, mais voilà, je fais en sorte que mon dressing soit, quand j'arrive dedans, je prenne plaisir à faire ma sélection. Ouais, que tu aimes t'habiller, quoi. Et est-ce que les vêtements ont aidé, ont aggravé, peut-être, je ne sais pas, le regard que tu portes sur ton corps, peut-être aux différentes étapes de ta vie? Est-ce que il y a un moment, ça a un peu, savoir quel rôle ont joué les vêtements, en fait? Tu vois, c'est ce que je te disais, c'est que quand tu commences à faire un 42 et plus, et je parle même pas quand tu fais plus qu'un 44, en fait, déjà,
c'est très compliqué de prendre plaisir à t'habiller, notamment si tu achètes uniquement en boutique, parce qu'il y a peu de boutiques qui proposent ça. Donc, tu as quand même une histoire où la mode te renvoie un truc de « t'es trop grosse pour t'habiller » ou « t'es trop grosse pour faire les boutiques », tu vois. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu as des sites. Moi, quand j'ai des clientes qui font plus d'1,42, je leur conseille beaucoup de regarder sur le seconde main, parce que l'avantage, c'est que tu as accès à des marques, tu as accès à des marques étrangères. Tu as un joli choix que tu peux, tu vois, déjà sélectionner par ta taille. C'est-à-dire que tu arrives en boutique, tu vois, il y a une super robe, tu craques sur la robe et là, tu regardes les étiquettes et tu te rends compte que la taille max, c'est le 40. T'as les boules. Tu vas sur sur Internet, tu fais ta sélection, tu mets ta taille et déjà, il te proposera que des trucs dans lesquels potentiellement tu rentres. Donc déjà, dans le rapport, on n'est plus dans un truc de « Ah merde, je peux pas, je suis trop grosse ». On est dans « Ok, tout ce que je vois là sur mon écran peut me convenir ». Donc, je peux y aller sereinement. Alors qu'en boutique, t'es vraiment dans souvent un peu un renvoi de, t'es trop grosse, quoi. T'es trop grosse pour la mode. Donc voilà, t'as vraiment ce truc-là. Et du coup, tu vois, c'est drôle parce que depuis que, j'ai lancé ma société de conseil en images, mon poids n'a pas bougé, voire j'ai même pris un peu de poids. Et pourtant, la dernière fois, je vais à un événement et je croise une fille qui me connaissait d'avant qui me dit, bon, allez, vas-y, avoue, t'as fait quoi comme régime, quoi? T'as maigri de ouf. Et je lui dis, mais je te jure que je n'ai pas maigri. Je n'ai pas fait de régime et mon poids est stable. J'ai absolument pas maigri. Non, mais si, ça se voit. Et en fait, une fois que t'as trouvé les pièces qui te mettent en valeur, une fois que t'as capté comment t'habiller pour te mettre en valeur, c'est-à-dire moi, dans ma façon de faire, je mets en valeur les atouts et je suis pas dans un truc de on cache ce qu'on n'aime pas, c'est vraiment on attire le regard sur ce qu'on aime. On mise tout sur le positif, on oublie le négatif. Et en fait, cette réflexion-là de cette nana-là m'a fait dire que, a priori, j'avais bien réussi, puisque d'un point de vue extérieur, pour elle, vu que j'étais plus mis en valeur, elle était persuadée que j'avais perdu du poids, alors qu'en fait, j'avais juste appris à m'habiller selon ma morphologie et selon ce que moi j'avais envie qu'on remarque. Donc au final, aujourd'hui, les vêtements sont plutôt un atout, sont plutôt un bon compagnon pour me sentir bien. J'aime bien dire que les vêtements sont là aussi pour parfois nous donner la force, nous donner le courage, nous donner l'énergie qu'on n'a peut-être pas le matin. Le fait de mettre moi mon petit serre-tête à paillettes ou ta petite veste rouge clinquant, pouf, ça te met le coup de boost de ok, allez, je pars avec un boost de confiance juste en enfilant une pièce que j'adore. Et c'est à ça que ça doit servir les vêtements. C'est parfait, ça répond aussi à la question que je voulais te poser justement sur comment les vêtements peuvent nous aider à apprendre à aimer notre corps, mais tu as répondu. Et c'est drôle la remarque de cette femme sur qui c'est comme si évidemment perdre du poids c'était un objectif et il fallait à tout prix qu'on perde du poids et que c'était positif de perdre du poids, alors qu'en fait il y a plein de gens absolument pas, et finalement on a intégré ça nous en tant que femmes, je trouve, dans la société, que il faut à tout prix perdre du poids et que c'est génial et que waouh, vas-y, partage-nous ton astuce, alors qu'en fait non, c'est peut-être pas mon objectif dans la vie, quoi. Exactement, et tu vois, c'est très drôle parce que moi j'ai pris conscience de ça forcément avec le body positive, et donc je ne félicite plus quelqu'un qui a maigri, parce que je trouve que féliciter quelqu'un qui a maigri, c'est comme lui dire c'est bien, t'as maigri, t'es plus jolie qu'avant. Si toi tu te sens bien, je suis très contente pour toi, mais par contre je vais pas féliciter ce changement de corps, parce que pour moi c'est pas ça qu'on doit féliciter, c'est comment toi tu te sens. Puis t'as des gens qui perdent du poids parce qu'ils font une dépression, qui se sont fait larguer, ou qu'ils ont une maladie. Alors du coup finalement quand tu leur dis super, t'as perdu du poids, j'ai perdu du poids parce que je me suis fait larguer et que j'ai fait une dépression. Donc il y a aussi ce truc-là, c'est qu'on pense pas toujours à qu'est-ce qu'il y a derrière une perte de poids. Ouais, complètement. Et puis c'est dur de déconstruire un peu tout ça, parce que finalement c'est toute la société et justement je veux dire, la mode, les magazines féminins, depuis qu'on est toute petite, il y a un peu ce côté il faut, pour être belle, il faut être mince voire maigre, quoi. Donc c'est pas évident de déconstruire aussi tout ça et de s'en détacher. Exactement.
Et toi, dans ta société de conseil, comment ça fonctionne? Enfin, les gens viennent te voir pour des besoins spécifiques ou un petit peu par curiosité? Comment ensuite tu arrives à les guider vers des vêtements adaptés, des couleurs adaptées? Peut-être que tu peux nous expliquer un petit peu les raisons pour lesquelles on vient te voir et puis après le cheminement, comment ça se passe concrètement? Alors en fait, si tu veux, j'ai à mon avantage que quand j'ai lancé Sayas Conseil, j'étais déjà connue sur les réseaux sociaux pour Ellie Killeuse. Donc si tu veux, j'avais déjà un peu cet appui d'Ellie Killeuse en mode les filles qui me suivent sur Ellie Killeuse, elles savent qui je suis, elles apprécient qui je suis. Et du coup, quand je leur ai dit ok, je suis formée au conseil en image, je me lance. Finalement, il n'y a pas eu, je pense, chez beaucoup ce doute de attends, qu'est-ce qu'elle va nous raconter? Est-ce qu'on peut lui faire confiance? J'avais déjà gagné cette confiance-là en amont. Donc ça a hyper bien marché de suite. J'ai rempli mon agenda très rapidement. Et en fait, si tu veux, vu que c'est beaucoup de filles qui viennent au départ, qui m'ont connue par Ellie Killeuse, forcément, c'est beaucoup de gens qui sont abonnés à moi. Donc c'est des gens qui aiment le contenu que je partage. Donc c'est-à-dire que c'est beaucoup des jeunes mamans, c'est plutôt des filles qui sont complexées par leur corps, c'est plutôt des filles qui ont des rondeurs, c'est 100% de femmes. Alors qu'au départ je m'étais dit que je pourrais faire les hommes aussi et finalement j'ai jamais fait d'hommes pour l'instant et du coup je cherche plus à en faire et donc si tu veux le plus gros des profils c'est vraiment soit j'ai eu des enfants, j'ai pris du poids, je sais pas quoi faire de mon corps, soit je suis complexée, je sais pas comment me mettre en valeur. Le plus gros des choses qui font que les filles passent le pas pour prendre un rendez-vous, c'est ça. Moi, je vais leur faire remplir un questionnaire, je vais leur demander des photos et je vais adapter des conseils personnalisés pour mettre en valeur leur corps en fonction de leur morphologie, mais surtout en fonction de ce qu'elles aiment et ce qu'elles aiment moins. Ça, c'est le premier truc. Là-dedans, on fait également un test de style parce que j'ai beaucoup de demandes, surtout ces derniers temps, parce que j'en parle un peu plus sur les réseaux sociaux, de personnes qui veulent trouver leur style, qui se sont perdus, tu vois, un peu comme on disait, tu te retrouves plus dans ton dressing. Et ensuite, je fais la colorimétrie à distance. Donc la colorimétrie, moi, j'ai fait une autre formation cette année pour avoir des outils qui soient fiables pour faire des colorimétries à distance. Et c'est découvrir en fait les couleurs qui vont te mettre en valeur, les couleurs qui vont te faire rayonner, des couleurs qui vont matcher avec ton teint. Voilà, le but c'est vraiment de mettre en valeur la beauté naturelle, puisque la colorimétrie c'est surtout important quand on se maquille pas, parce que ça fait l'effet d'un bon fond de teint. Donc voilà, j'ai essayé de faire des offres un petit peu pour aider les filles à adapter leur façon de s'habiller à leur ressenti dans leur corps. C'est extrêmement intéressant et ça me fait penser récemment je sais plus, je pense que c'était sur les réseaux sociaux, un peu un débat autour de ce qui me va ou ce qui me va pas à ma morphologie. Par exemple, je sais pas, je sais pas quel exemple prendre, mais mes genoux sont bizarres, mais j'adore les mini-jupes. En vrai, ça me va pas trop, mais moi j'adore ça, je me sens trop bien dedans. Comment on aborde cette question-là? Pareil, j'adore le violet. Alors ça ne va absolument pas à mon teint, mais j'adore cette couleur. Comment toi tu jongles avec ça, avec ce côté moi j'aime ce type de vêtements, je sais que c'est pas forcément ce qui me va le mieux, mais bon, j'adore ce vêtement-là ou cette couleur-là. Mon premier principe, c'est tu l'aimes, tu le portes. Okay. C'est-à-dire que tu vois, au niveau de la colorimétrie, moi j'ai une colorimétrie qui est dans le chaud. J'adore le rose fuchsia. Vraiment, c'est ma passion, le rose fuchsia. Entre ça, le léopard et les paillettes, je ne sais plus où les mettre. Voilà. Si tu devais me résumer visuellement, tu mettrais des paillettes, du rose fuchsia, du léopard. Mais le rose fuchsia, c'est pas du tout dans ma colorimétrie. Mais en fait, j'aime ça. Et je rayonne plus dans une couleur que j'aime, c'est-à-dire dans laquelle je me sens bien, que dans une couleur peut-être, par exemple, moi j'ai une aversion pour le bleu, je déteste le bleu, mais quelle qu'en soit la nuance de bleu, donc on va dire que dans ma colorimétrie, je pourrais porter du bleu turquoise, ça m'irait bien, mais je déteste tellement ça que si tu me fais porter du bleu, tu vois, je vais vibrer hyper bas. Et donc souvent, il y a des astuces en colorimétrie. Par exemple, si tu portes une couleur, tu parlais du violet, par exemple, si tu me dis j'ai un pull violet, Yasmine, je l'adore, mais c'est pas dans ma colorimétrie, je fais quoi?
tu le portes. Et à la limite, ce que tu peux faire, c'est que tu peux venir mettre des grosses boucles d'oreilles dans ta colorimétrie pour contrer le pull. C'est-à-dire de faire en sorte que la chose la plus près de ton visage, donc soit un gros collier, soit des grosses boucles d'oreilles, soit dans ta colorimétrie. Ou alors, tu t'en fous, tu portes ton pull violet en toutes circonstances, ou alors tu portes ton pull violet quand tu t'es maquillée, puisque la colorimétrie, ça a surtout un impact quand on a le teint naturel. Donc si tu t'es embêté à mettre anti-cerne, fond de teint, bronzer, blush, mais ton pull violet, ça changera rien. Okay. Pour les formes de vêtements, le problème, tu vois, par exemple, si je reprends ton exemple de j'aime pas mes genoux mais j'adore les mini-jupes. Alors déjà, si t'adores, c'est que toi tu te sens bien dedans. On s'arrête là, ça m'intéresse pas la suite. Néanmoins, tu vois, je vais te donner un exemple. Quand on n'aime pas, si tu me dis Yasmine, j'aime pas mes genoux mais j'adore les mini-jupes, je dirais super, les mini-jupes c'est génial quand on n'aime pas ses genoux. En fait, ce qu'il faut éviter quand on n'aime pas ses genoux, c'est par exemple la jupe qui va couper au niveau du genou. Donc on va porter plutôt des jupes en dessous du genou ou au-dessus du genou. Par exemple, moi, mes genoux, c'est pas la partie que je préfère dans mes jambes. Quand je mets des shorts en été, les shorts qui sont un peu longs, je les retrousse parce que je préfère qu'on regarde mes cuisses que mes genoux. Okay. Donc tu vois, t'as aussi plein d'idées reçues. De cacher en fait ce qu'on n'aime pas, et c'est ce que tu disais finalement pas du tout. Ouais. Tout à fait. C'est le gros problème, c'est qu'on est persuadé que quand on n'aime pas quelque chose, moi le nombre de nanas, vu que j'ai quand même beaucoup de mamans, on est quand même beaucoup à avoir gardé un peu le bidou, d'avoir un tablier de grossesse, et j'ai beaucoup de mamans qui me disent ah mais non, mais je peux pas mettre mon t-shirt dans mon pantalon, on va voir mon ventre. Et en fait, je leur prouve en image sur moi, pendant la visio. Et en fait, elles comprennent, elles ont un déclic. Et après, je reçois des messages de les bodys, c'est génial. Je mets mon t-shirt dans mon pantalon, ça change la vie. T'avais raison, j'aurais dû le faire avant. Mais elles ont juste besoin que quelqu'un leur dise écoute-moi, je suis professionnelle, je ne suis pas ton mari, je ne suis pas ton enfant, je ne suis pas ta mère qui te dit ça par sympathie. Je te le dis parce que c'est la vérité, c'est objectivement vrai. Fais-le et tu verras ce que ça donne. Et en fait, c'est souvent ça, c'est qu'elles ont besoin que quelqu'un d'extérieur, quelqu'un d'objectif leur dise « Attends, on va faire ça, regarde ce que ça va donner, ça va hyper bien. » Et là, elles se disent « Ok, si elle me le dit, c'est que c'est bon. » Et souvent, elles se lancent derrière. Et pour en revenir un peu aussi à la mode de façon plus générale, je pense que tu as déjà un peu répondu avec les réponses que tu as apportées, mais la mode... vraiment la mode au global, au sens très large, est-ce qu'elle est suffisamment adaptée ou est-ce qu'elle s'adresse suffisamment aujourd'hui à toutes les morphologies ? Ça avance parce que si tu veux, le body positive a tellement fait un brouhaha que tu vois, t'as des grandes enseignes comme H&M qui ont commencé à montrer des corps sans retouche, à montrer des corps plus gros. Donc même s'ils l'ont fait clairement pour la com et pour cet aspect-là, mine de rien, ça fait du bien. Je pense, je me remets à Yasmine, 15 ans, je vois une affiche avec une nana qui a du ventre et de la cellulite, je pense que ça m'aurait fait du bien à l'époque de voir ce genre de choses au lieu de voir Britney Spears et Christina Aguilera avec leur ventre plat. Génération 88. Du coup, je pense qu'il y a quelque chose qui avance. Mais il y a toujours du progrès à faire. Mais on part de tellement loin. Aujourd'hui, t'as quand même des marques hyper cool, hyper fun, engagées, qui font des grandes tailles. Mais t'as encore des marques. Moi, je vois la dernière fois, je vois un truc hyper joli sur un truc de vente privée. Et la plus grande taille, c'était le L, quoi. La femme moyenne fait un 42. Cette marque-là ne proposait même pas de 42. Sa taille max, c'était un 40. Et tu te dis, mais... à quel moment, ou alors vous voulez uniquement que vos vêtements soient portés par des filles minces pour ne pas peut-être ternir votre image, je ne sais pas. Mais à quel moment tu penses que tu t'adresses aux femmes quand tu proposes en taille maximale un L? Ouais, non, c'est assez fou. Et même, ça va, c'est pas parce que les vêtements sont portés par des femmes qui font du 48 que ça va, ternir l'image. Je trouve pas du tout. C'est. Pourquoi je dis ça? Parce que j'avais discuté avec une fille qui travaillait pour une marque, alors pas de luxe, mais tu vois, une marque, je vais pas donner le nom. Mais, milieu de gamme, un peu. Ouais, tu vois, les marques où t'en as quand même pour 90 boules un t-shirt ou des trucs comme ça. Elles sont plusieurs assez connues. Et en fait, elle était avec moi à la formation de conseiller en image et on vient à parler. Mais je dis, mais attends, chez toi, tu fais du 42, déjà, il n'y en a pas sur tous les modèles. Et puis je dis, en plus, ton 42, ce n'est pas un 42 dans lequel je rentre. Alors que dans toutes les marques, je fais du 42. Et en fait, elle expliquait que
vraiment, hein, je sors pas ça comme ça, qu'en fait c'était réfléchi pour que ça devienne une marque. Tu sais, t'as cette notion de le gros est pauvre et fainéant. Le mince, c'est quelqu'un qui contrôle sa vie, qui a les moyens d'aller à la salle de sport. Et en fait, vu que c'est une marque qui est un peu chère, et ben en gros, leur politique, c'était de se diriger vers des personnes qui, socialement, physiquement, répondaient à ça. C'est-à-dire que vraiment, c'était un objectif de ne pas pouvoir être porté par des personnes plus grosses. Donc oui, il y a des marques, c'est triste à dire, mais qui font le choix de ne viser que des petites tailles parce que pour eux, c'est plus... peut-être pas révélateur, mais plus vendeur, d'être porté par des personnes plus minces. C'est ouf. C'est tellement une vision, vieille vision patriarcale, c'est horrible. Ouais, bon, il y a encore du boulot du coup quand même. Ouais. Et au niveau de la mode éco-responsable, on n'en a pas trop parlé jusqu'à présent, mais qu'on appelle éco-responsable, donc qui a ces enjeux de durabilité, d'écologie, de droits humains dans son ADN. Aujourd'hui, comment elle se situe d'après toi sur ces questions-là d'inclusivité, de body positivisme, de renvoyer, de s'adresser à toutes les femmes, à toutes les morphologies. Quel regard toi tu portes sur ça ? Je pense que ça dépend. En fait, je pense qu'il faut comprendre quelque chose aussi, c'est que les marques françaises, les marques qui sont engagées, souvent déjà les prix sont plus chers. Autant en termes de prix, nous en tant que clients quand on achète, que eux dans leur coût de production. Et j'entends bien que quand tu te lances, c'est compliqué de savoir qu'est-ce que tu vas proposer comme taille. Ce qui est très drôle, c'est que les marques n'hésitent jamais à proposer un XS, mais elles hésitent toujours à proposer un 44 ou un XL ou un XXL, tu vois. Ouais. Alors qu'en vrai, pour moi, si demain je devais lancer une marque, et je serais un peu frileuse de proposer des tailles, je pense que je proposerais du 38 au 44, justement, tu vois. Parce que tu as plus de chances de le vendre dans cette tranche-là que de vendre dans du 34-36. Et pourtant, les marques, elles proposent toujours du 34-36. Donc, tu as cette notion-là. Maintenant, tu as des marques absolument géniales. Tu vois, moi, je pense, une marque que j'adore, Make My Limonade. Ouais, bien sûr. Jusqu'à des, je crois, elle va jusqu'à des 52. Après, t'as des marques comme les jupons de Louison, t'as Almé Paris, qui est une marque qui est spécialisée dans les grandes tailles aussi, qui est une marque française. T'as des marques qui font qui font leur trou un petit peu. Moi, je sais que j'achète sur une marque, alors qui est pas forcément responsable, mais c'est pareil. Tu vois, en Angleterre, tout ça, les marques sont beaucoup plus inclusives. Ouais. Et c'est ça que j'aime dans le seconde main, c'est que du coup, ça te donne accès à des marques. Moi, je pense à la marque Never Fully Dress que j'aime beaucoup, parce qu'ils ont beaucoup de léopards et de roses et de paillettes. Et en fait, beaucoup sur Vinted, parce que du coup, j'ai pas ces frais là avec le fait d'acheter en Angleterre. Mais c'est une marque qui propose jusqu'à, je sais plus quelle taille, je crois que c'est 4 ou 5 XL, tu vois, et sans aucun souci. Et en plus, dans leur communication, ils ont pas une communication inclusive. Ils te mettent une nana avec des formes comme ils te mettraient une nana mince. Tu sais, aujourd'hui, ce que j'aime pas trop, c'est que, et c'est ça que j'aime chez Make My Limonade parce qu'elle le fait aussi, c'est elle revendique pas, tu vois. En fait, c'est aussi normal chez Make My Limonade d'avoir le modèle porté par une de leurs nanas qui fait un 36 que d'avoir le modèle porté par une nana qui fait un 52. Ouais. Alors que tu vois, H&M fait une vraie campagne sur on propose des grandes tailles. Tu vois, c'est là où tu vois le côté hyper marchandé. Ouais. Et c'est là où tu peux faire la différence entre des marques qui sont engagées, parce que pour eux, c'est aussi normal de proposer du 36 que du 52, et des marques qui le font uniquement pour la thune. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est vrai que d'avoir un peu comme s'il y avait une rubrique ou un rayon spécialisé, alors que justement en fait pas du tout. Je vois pas pourquoi ce serait plus normal de faire un 34 qu'un 52 quoi. Tout à fait, exactement. J'avais deux autres questions qui sont peut-être qui sont un peu plus personnelles, voilà. Mais tu as créé un ensemble de sous-vêtements avec la marque Superbe Paris. Est-ce que tu peux nous parler de cette collaboration, de pourquoi cette marque, comment ça s'est passé, comment on fait pour co-créer un ensemble, et puis surtout des sous-vêtements. C'est assez même sur l'acceptation du corps, je crois que c'est encore plus symbolique.
Ouais, en fait, si tu veux, déjà l'histoire avec Superbe Paris, elle remonte à un moment parce que quand j'ai écrit mon livre, donc il a été illustré avec un shooting photo que j'ai fait, et en fait, je porte déjà des culottes de chez Superbe Paris, puisque dans mon livre, forcément, tu parles du corps. Alors comme je dis, quand on me dit mais tu montres tout le temps ton corps, bah si je te donne une recette de tarte aux pommes, tu mets une photo de tarte aux pommes. Si tu parles du corps, tu mets une photo d'un corps. Voilà. Hein, on va tout de suite mettre les choses à plat. Je parle d'allaitement, bah je mets une photo où j'allaite mon fils. Je vais pas mettre une photo de tarte aux pommes. Voilà. Et donc, du coup, à l'époque, pour l'illustration du livre où j'étais beaucoup en culotte, j'ai utilisé les ensembles de chez Superbe. Et là, pour Bliss, dans le spectacle, en fait, j'ai besoin de force. Et à un moment donné, on voit mes sous-vêtements. Spoil alert. Et du coup, j'ai repensé à eux, j'ai repensé à Superbe. Donc, je suis allée dans leur atelier, et c'est ça l'avantage de bosser avec des marques françaises. Donc, les couturières sont sur Paris, et ils font tout. Tu vois, notre ensemble est fait à la commande, en fait. Hein. Chaque produit est produit à la commande. Et donc, je voulais un ensemble qui me donne la niaque. Donc, on a pensé à un ensemble au départ uniquement pour moi. Et donc, tu vois, cette brassière, moi, j'aimais beaucoup le côté un peu brassière, un peu foulard, très échancré. Mais je lui ai expliqué qu'avec ma forte poitrine, que je n'ai plus, mais que j'expliquais qu'avec ma forte poitrine, j'avais très peur que si je me baisse, j'ai un sein qui se sauve. Et donc, on a rajouté ce petit tulle pour faire en sorte que cette brassière soit adaptée pour toutes les poitrines. Et on a tellement eu de retours positifs après Bliss, où tout le monde venait me voir en me disant « Il vient d'où ton ensemble ? Il vient d'où ton ensemble ? Il vient d'où ton ensemble ?» qu'on a décidé de se revoir avec Superbe et de lancer donc la gamme God Bliss You avec 2 ensembles différents, donc un rose forcément évidemment avec du zèbre et un autre doré et du léopard. Voilà, hein, ça pouvait. Comme ça résume bien effectivement de qui tu es. Exactement. Et donc du coup voilà, maintenant on a commercialisé cet ensemble avec Superbe pour voilà, le but c'est que des nanas puissent, un peu comme on disait tout à l'heure, voilà, ton ensemble, tu le mets pas forcément pour les autres. Tes sous-vêtements, moi je le dis souvent, tu le mets pas pour les autres. Mais toi, tu sais ce que tu portes en dessous. Et peut-être que le jour où t'as un coup de mou, ou le jour où t'as un rendez-vous important, et je parle pas forcément d'un rencard, et ben mettre ce truc-là, te dise, ok, j'ai l'énergie, j'ai la force, j'y vais, je vais tout déchirer. Et comment on parvient à se montrer en sous-vêtements, que ce soit en photo, sur les réseaux sociaux, sur scène peut-être? Alors, je n'ai pas vu le spectacle de Bliss dont tu parles. Donc, Bliss, c'est le podcast lancé par Clémentine sur la maternité, sur toutes ces questions qui est incroyable parce qu'on parle de façon très libre de toutes ces problématiques autour de la grossesse, du postpartum, que j'invite tout le monde à aller écouter. Mais donc voilà, parenthèse refermée. Mais comment on fait pour y parvenir, pour arriver à se dire j'ai la force nécessaire en moi pour m'exposer en sous-vêtements? Bah tu vois, c'est une bonne question. Je sais pas. Alors, tu vois, j'ai toujours été quand même une gamine exubérante où au repas de famille, j'étais celle qui faisait le zouave, qui faisait un peu la fofolle, qui faisait des mini-spectacles absolument sûrement très très chiants pour mes parents. J'ai fait du théâtre quand j'étais plus jeune, donc je pense que j'ai de base ce truc-là. Et puis en fait, après, ça revient à notre exemple de la tarte aux pommes, quoi. C'est-à-dire que quand je faisais beaucoup de sport et que je parlais de fitness, bah, je mettais des photos de moi dans mes tenues de sport. Parfois en brassière avec mon legging, tu vois, pour qu'on voit mes magnifiques débuts d'abdos. Et au même titre, quand je me suis mis à parler de mon gras du bide, bah fallait qu'on voit mon magnifique gras du bide. Donc, je pense qu'il y a vraiment ce truc-là où j'ai une relation assez saine à mon corps et j'ai pas de difficulté à le montrer. Je suis pas pudique. Et du coup, voilà, je pense que je le fais vraiment naturellement. C'est difficile de te répondre parce que tu sais, c'est un peu comme si tu me demandais, c'est un peu comme si tu me demandais pourquoi tu respires. Ouais, ok. Tu vois, il y a vraiment ce truc-là où c'est devenu tellement naturel, c'est absolument bizarre, de me mettre à poil que je me rends même plus compte que c'est un truc que tout le monde n'est pas capable de faire. Ouais, je comprends. Et tu regardes, enfin, comment tu regardes les photos après, avec un peu de recul, quand tu te vois en photo dans un livre, par exemple, qu'est-ce que tu te dis? Tu sais, je pense que je fais plus très attention. Et du coup, quand je vois une photo de moi en sous-vêtements, c'est comme si je voyais une photo de moi habillée, je pense. Peut-être qu'après, tu vois, j'y ai réfléchi il y a pas très longtemps parce que, en fait, il y a une maman de l'école de mon fils qui m'a dit lors d'un live, coucou, je suis la maman d'un tel. Et je me suis dit, mince, à l'école, il sait qui je suis.
Et là, je me suis dit, je reverrai peut-être ma copie un peu par la suite. Là, aujourd'hui, mon fils a 2 ans. Mais je voudrais pas, par contre, qu'on dise ah, mais ta maman, elle est en sous-vêtements sur Internet. Tu vois, je me le suis pris un peu de plein fouet dans la tête, ça. Et j'y avais pas du tout pris conscience jusqu'à présent. Donc, je pense que mon rapport à ça va évoluer avec le temps, mais pas pour moi, mais par pudeur pour mon fils. Ouais, je comprends. Et en même temps, ce que tu fais est tellement important et tu fais du bien à tellement de femmes que peut-être quand il grandira, lui expliquer. Bon, après, ça, tu verras bien sur le moment, mais je comprends aussi cette interrogation, c'est normal. C'est légitime. Il y a une ambivalence, tu vois. Ouais. La raison, c'est que je me dis, tu vois, là, je me suis fait opérer, donc j'ai fait une réduction mammaire. Et quand je parle de ça, j'ai tellement de retours hyper positifs de nanas qui me disent, mais merci de décomplexer la chirurgie aussi. Et je me dis, ce serait con que j'arrête de partager là-dessus, parce que je me rends bien compte que ça aide des nanas. Donc voilà, donc je me laisse le temps, voilà, de réfléchir à comment je peux faire le truc. Mais ouais, en tout cas, pour moi, c'est pas un souci, mais je veux pas que ça en devienne pour mon entourage. Ouais. C'est marrant que tu parles de la chirurgie. C'était aussi une de mes questions, de savoir quel retour tu avais eu en parlant un petit peu. On diabolise vachement, je trouve, la chirurgie qu'on appelle pas forcément esthétique d'ailleurs. Enfin, je sais pas d'ailleurs toi comment tu l'appelles, si c'est de la chirurgie esthétique pour toi ou pas. Mais comment, ouais, enfin si tu peux nous en parler, si tu veux bien nous en parler, je serais curieuse d'avoir un peu ton avis sur ces questions-là. Alors, dans mon cas, officiellement, c'est pas de la chirurgie esthétique, c'est de la chirurgie réparatrice. En fait, si tu veux, à partir du moment où tu enlèves, donc j'ai fait une réduction mammaire, à partir du moment où tu enlèves plus de 300 grammes par sein, donc moi j'ai enlevé 1 kilo, t'as une prise en charge sécu parce que c'est considéré comme de la chirurgie réparatrice puisque ça a des dommages sur ton dos et sur ta posture. Okay. Donc, t'as une partie qui est prise en charge. Donc, on va dire que sur le papier, c'est de la chirurgie réparatrice. Maintenant, clairement, moi, je l'ai fait pour différentes raisons. Je l'ai fait pour des raisons personnelles, je l'ai fait pour mon dos, mais je l'ai fait aussi pour un aspect esthétique. Donc, je veux pas me cacher derrière non, c'est trop gros, j'ai mal au dos. Il y a pas que ça. Et tu vois, là, depuis que donc ça fait 1 mois, je me sens hyper bien dans cette poitrine. J'ai l'impression que ça a toujours été ma poitrine. J'ai l'impression que c'est moi. Qu'enfin, je suis plus cachée derrière cette énorme poitrine qui me complexait. C'est un peu le défaut du body positive, c'est-à-dire que encore une fois, on a voulu mettre les gens dans une case et dire bah non, si t'es body positive, tu touches à rien, tu fais rien, tu dois t'aimer tout entier. Moi, je compare ma relation à mon corps avec une relation d'amour. L'amour, c'est pas constant, c'est pas linéaire, sinon ce serait tout pourri. Ce serait chiant, ouais. Ben voilà. Et du coup, la relation au corps, c'est un peu la même chose. Moi, je m'aime au-delà de mon corps, mais par contre, j'ai aucun souci à dire, bah non, ma poitrine, de toute façon, j'ai envie de la refaire depuis que j'ai 16 ans. J'ai toujours dit que je la referais dès que j'aurai mon premier enfant, que j'aurai fini mon allaitement. Et voilà, et c'est une comment dire, quelque chose qui a été réfléchi. Faut pas le faire sur un coup de tête, pas du tout. Moi, j'ai réfléchi quand même pendant 20 ans. Et tu vois, par rapport à la communauté, en effet, sur le coup, je me suis dit, je vais peut-être m'en prendre un peu. Ah ouais, body positive, puis ça se fait refaire les seins. Et en fait, j'ai 150 000 abonnés. J'ai eu une personne qui m'a fait la réflexion. Ah ouais. Une personne. Et je lui ai expliqué ce que je t'explique là, que on peut aimer son corps, mais on n'est pas obligé de diaboliser les complexes, on n'est pas obligé de diaboliser la chirurgie, que ce soit pour augmenter ou réduire sa poitrine. Le problème, c'est quand tu vois, il y a eu beaucoup de monde qui m'ont dit, qu'est-ce qu'il en pense ton mec? Et j'ai répondu, mais je l'ai pas fait pour lui, je l'ai pas fait pour les autres, je l'ai pas fait pour personne. Et d'ailleurs, mon entourage, que ce soit mon mec ou ma famille, essaie plutôt de me décourager de le faire. Je l'ai fait pour moi, c'est ma poitrine. C'est mon corps, c'est moi. Et c'est moi d'abord. Pour ce coup-là, c'est mon corps, c'est mes propres règles. Ouais. Mais on est tellement habitués, la société, la société est tellement habituée à donner son avis sur le corps des femmes, de ce qu'on doit faire avec notre corps, de comment on doit s'habiller, que finalement, ça paraît, pour beaucoup de gens, c'est normal qu'on demande l'avis à notre entourage, à la société, alors qu'en fait, non, quoi. Mon corps, mon choix. Voilà. Exactement.
Et pour la dernière question, avant la question rituelle de fin, mais récemment, je regardais sur ton compte Instagram et il y a une femme qui a partagé un post qui te remerciait de l'aider justement à accepter son corps. Et elle a écrit que tu étais une femme libre avec ton image. Et je me demandais si ça résumait bien, si c'était vraiment un bon résumé de toi aujourd'hui, que tu étais une femme libre avec ton image. Ouais, je suis libre avec mon image. Ça veut pas dire que je m'aime tout, je le reprécise, mais j'ai écrit un livre sur le body positive et ça veut pas dire que pourtant je m'aime tout entière tous les jours. Mais je suis libre avec mon image et j'ai surtout compris que ma valeur ne dépendait pas de ce que je voyais dans le miroir ou de la taille du jean dans lequel je rentrais, mais dépendait bien au-delà de tout ce que j'étais, de tout ce que je suis. Et le jour où vous comprenez que vous êtes plus qu'un corps et que vous êtes une personne absolument géniale avec ses qualités et ses défauts, là, vous prenez le pas sur votre corps. Et c'est là où vous pouvez recentrer votre vie sur les vraies questions. Ouais, je suis entièrement d'accord. Et d'ailleurs, il y a pas mal de choses on dit autour du vêtement, du power vêtement, voilà, où on dit finalement il faut que le vêtement se fasse oublier pour mettre en valeur la personne, quoi. C'est pas comme sur les défilés où finalement on a des femmes cintres et on les prend tellement maigres qu'on en oublie leur corps et qu'il faut voir que le vêtement. Au contraire, en fait, dans notre vie de tous les jours, il faut que le vêtement il se fasse oublier, il nous donne le courage d'être nous-mêmes et de mettre en valeur la personne, quoi. Donc ça résume plutôt bien, je pense. Exactement, tout à fait. Et tu vois, par exemple, quand on parle de colorimétrie, c'est pareil. La colorimétrie, c'est trouver la couleur qui te met en valeur, c'est-à-dire qu'il faut pas qu'elle t'affadisse, mais il faut pas non plus qu'elle prenne le pas sur ta propre beauté. Elle est juste là, c'est un support. C'est un support à ta beauté naturelle, en fait. Et le vêtement doit être un support à votre style, à votre personnalité et à votre beauté naturelle. Complètement. Et alors la dernière question rituelle que je pose à toutes mes invitées pour conclure les discussions, as-tu des modèles dans la vie ? Ouais, j'ai un modèle. Tu vois, là, tu me le demandes de but en blanc. C'est la première personne qui me vient en tête, c'est Lisa Gachet. Voilà. Donc c'est la fondatrice de Make My Lemonade. Ouais, voilà. Je trouve cette fille absolument géniale. Je la trouve pétillante, je la trouve vraie, je la trouve elle-même. Et j'aime ce qu'elle a réussi à faire comment elle a réussi à passer de blogueuse qui fait des do-it-yourself sur la couture à créatrice d'une marque hyper engagée. Et tu vois, moi j'aime le fait que on parlait des morphologies, j'aime le fait que elle casse tous les codes et on y va, les imprimer, quel que soit le corps, on s'en fiche. Et c'est ça que j'aime, c'est de pouvoir dire bah oui, c'est pas parce qu'aujourd'hui je suis forte que je dois m'habiller tout en noir. Bah non, elle casse bien tous ces codes et voilà. Moi c'est un peu mon goal de meuf, Lisa Gachet. Je suis un peu ultra fan, quoi. Bah moi aussi, je l'aime beaucoup, Lisa Gachet. Je rêverais de la voir sur le podcast d'ailleurs, un jour peut-être. Bah écoute, merci infiniment d'avoir répondu à toutes mes questions. C'était vraiment passionnant. Donc merci. Merci à toi. C'était hyper intéressant parce que ça m'a permis moi aussi de prendre conscience de certaines choses. Donc très cool. Merci. Bah, tant mieux. Merci. Merci à Yasmine d'avoir participé à cet épisode de Nouveaux Modèles et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux @nouveaumodèle.podcast. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.